Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Bonjour à tous. J'aimerais, avant de commencer cette revue de presse, vous recommander Le Monde diplomatique de février 2024. Il y a des articles absolument fabuleux sur le journalisme français, mais pas seulement, sur les mercenaires colombiens de Kiev, absolument extraordinaire. Il y a également pas mal d'articles sur la Palestine et bien entendu Gaza. C'est vraiment du journalisme, enfin du journalisme. Et puis évidemment sur l'Afrique du Sud qui défend une cause universelle. Et il y a également la révolte des tracteurs. Je vous recommande vraiment ce numéro, février 2024, Le Monde diplomatique. Enfin du journalisme. Le Monde diplomatique, analyse. En décembre 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice, CIJ, contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza. Si les chances de voir appliquer d'éventuelles mesures conservatoires ou condamnations sont minces, l'initiative de Pretoria a fait l'effet d'une bombe géopolitique et pourrait modifier le rapport de force au Proche-Orient. Comment l'Afrique du Sud défend une cause universelle. Par Anne-Cécile Robert. Le Monde diplomatique, février 2024. Lu par Morgane Hainaut. 6 millions de Juifs ont été assassinés entre 1933 et 1945, victimes d'un génocide inédit par son ampleur et son caractère industriel. Près de 80 ans plus tard, Israël, l'État supposé fournir un havre aux survivants et à leurs descendants, est accusé par l'Afrique du Sud d'en commettre un à son tour. Le 29 décembre 2023, s'appuyant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, Pretoria a en effet demandé à la Cour internationale de justice, CIJ, d'ordonner à Tel Aviv la cessation de ses opérations militaires dans et contre la bande de Gaza, afin d'empêcher que des dommages irréparables soient infligés aux habitants de l'enclave. Si la CIJ, qui doit se prononcer le 27 janvier, accédait à cette demande, elle reconnaîtrait, avant toute décision au fond qui pourrait prendre plusieurs années, que le risque est suffisamment plausible pour justifier l'adoption de mesures conservatoires. Dénonçant un monde à l'envers, le gouvernement israélien affirme lutter contre le Hamas, non contre les populations. Il qualifie les atrocités commises par l'organisation palestinienne, le 7 octobre, de plus grands massacres de Juifs depuis l'Holocauste, l'accusant à son tour de crimes contre l'humanité. Qu'elle aboutisse ou non, la plainte aura peu d'effet concret sur le sort des Gazaouis, puisque la CIJ n'a aucun moyen d'imposer quoi que ce soit aux États récalcitrants. En revanche, ses conséquences politiques et symboliques pourraient se révéler considérables. En effet, la procédure intervient alors que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, paralysé par le veto américain, est incapable d'appeler à un cessez-le-feu ou même de fixer des limites sérieuses aux actions meurtrières de l'armée israélienne. C'est la réputation même du droit international qui est en jeu, a ainsi affirmé M. Blinné Nigralev, l'un des avocats de Pretoria. Les alertes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de nombreux organes onusiens, dans les termes les plus nets, n'ont eu aucun effet sur Washington et son allié britannique, alors que toutes les règles humanitaires sont violées. Face à l'inaction internationale, couverte par un silence médiatique assourdissant en Europe, la CIJ devient la seule instance capable de rappeler le droit et de donner une voix aux Palestiniens. Le 13 novembre 2023, un collectif de juristes avait déjà suggéré la saisine de la CIJ, tandis que plusieurs associations et l'État de Palestine demandaient à la Cour pénale internationale, CPI, d'émettre des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants de Tel Aviv. Mais alors qu'il fait preuve d'une grande célérité pour inculper le président russe Vladimir Poutine, le procureur de la CPI, Karim Khan, semble ici hésiter. Lorsque les preuves que nous recueillons atteindront le seuil d'une perspective réaliste de condamnation, je n'hésiterai pas. Se justifie ce dernier.
Des plaintes ont également été déposées, sans plus d'effet pour l'instant, contre les dirigeants du Hamas. Au-delà de l'échange des arguments juridiques, la diffusion en mondovision, depuis les bâtiments historiques de la CIJ à La Haye, des audiences décrivant la destruction de Gaza ainsi que les souffrances des populations, constitue en soi une reconnaissance de la gravité des événements et du sérieux de la plainte après des décennies d'étouffement. Il n'est pas indifférent que ces faits soient exposés dans un cadre formel, suivant les codes juridiques en vigueur, prononcés par des avocats et entendus par des juges. Même la sobriété du rituel et la chorégraphie de l'audience étaient une sorte de bénédiction. Analyse la journaliste et essayiste soudanaise Nesrine Malik. Tout cela faisait ressortir l'énormité du déni des droits des populations de Gaza et l'incurie choquante de la communauté internationale. La charge symbolique tient autant à l'identité de l'accusé qu'à celle de l'accusateur. Pour se défendre, Tel Aviv a désigné le juge Aharon Barak, survivant de la Shoah, tandis que Pretoria nommait son homologue, Digang Ernest Moseneke, compagnon de captivité de Nelson Mandela à Robben Island. Dernier pays colonisé d'Afrique, où l'un des régimes racistes les plus criminels de l'histoire, l'apartheid, a été abattu pacifiquement, l'Afrique du Sud est investie d'une légitimité incontestable pour déposer plainte. L'attachement du pays à la cause palestinienne est ancien, Mandela lui-même ayant souvent comparé les souffrances des deux peuples colonisés. « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens », avait-il déclaré. Pretoria ne manque jamais une occasion de rappeler et de condamner la situation dans les territoires occupés, où le défunt président effectua un déplacement mémorable en 1999. L'Afrique du Sud a toujours accompagné son soutien d'actions concrètes. Reconnaissance de la souveraineté de l'État palestinien dès 1995 et condamnation systématique depuis 2006 des opérations militaires israéliennes à Gaza. Pretoria avait tenté d'inscrire le mot « génocide » dans un communiqué des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, appelant à un cessez-le-feu le 22 novembre 2023, mais s'était heurté aux réticences de la Russie, elle-même poursuivie sur ce même crime devant la CIJ par l'Ukraine, et de la Chine, mise en cause de la même manière pour les traitements infligés aux Ouïghours. Israël a tenté de discréditer l'Afrique du Sud en invoquant les liens supposés entre des dirigeants du Congrès national africain, ANC, et le Hamas. Mais quand bien même de telles accointances seraient avérées, elles ne sauraient avoir la moindre portée car le génocide étant un crime contre l'humanité, il doit être poursuivi en lui-même et empêché par tous les moyens, par qui que ce soit, en quelque lieu qu'il se commette. La CIJ l'a rappelé en refusant la projection, demandée par Tel Aviv, de la vidéo des atrocités commises par le Hamas et le djihad islamique le 7 octobre 2023. Rien ne pouvant jamais justifier la destruction d'un peuple pour ce qu'il est, toute tentative d'explication est en soi vaine. Les juges se concentrent sur les faits qui se déroulent. Le dossier constitué par Pretoria s'attache ainsi à répondre avec minutie aux critères constitutifs du crime de génocide. Massacre, direct ou par destruction délibérée de ce qui permet de vivre comme l'alimentation ou les soins, d'un groupe donné de personnes dans l'intention de le détruire totalement ou partiellement, en tant que tel, pour des motifs ethniques, raciaux, religieux. Reprenant les rapports internationaux, les juristes sud-africains ont décrit le nombre élevé de morts, dont probablement 70% de femmes et d'enfants, le déplacement forcé de 85% de la population de Gaza, la fermeture de 2/3 des hôpitaux, l'absence de refuges sûrs, y compris dans le sud de l'enclave lui-même bombardé. Cette tuerie ne signifie rien de moins que la destruction de toute vie en Palestine, a résumé la juriste Adila Hassim. Tel Aviv a justifié ces opérations par l'utilisation elle-même constitutive de crimes de guerre, de boucliers humains par le Hamas, qui installerait ses postes de commandement dans des bâtiments civils ou des infrastructures hospitalières. Mais il n'a pas pu démontrer, note le juriste Kenneth Ross, que sa riposte était proportionnée comme l'exige le droit international, ni justifier le recours avéré à des bombardements lourds en zone densément peuplée, forcément aveugle dans ce cas. Israël n'a pas non plus pu prouver que l'hôpital Al-Shifa, détruit par des attaques massives et répétées, abritait un quartier général du Hamas. Des animaux humains. À l'appui de l'élément intentionnel, les juristes sud-africains ont produit plusieurs déclarations officielles. Celle du ministre de la Défense Yoav Gallant, qualifiant les Palestiniens d'animaux humains,
celle du président Isaac Herzog, réfutant toute distinction entre le Hamas et les civils forcément complices, et surtout les références répétées, y compris dans la bouche de M. Benjamin Netanyahou, à Amalek, passage de la Bible appelant à l'assassinat de tous les ennemis d'Israël, hommes, femmes, enfants et nouveau-nés. Prétendre que de telles déclarations seraient prises au hasard et non représentatives, comme l'ont fait les avocats d'Israël, ne tient pas, compte tenu du rang de ceux qui les ont prononcées et du fait qu'elles n'ont été ni désavouées ni sanctionnées. Tel Aviv avance de manière plus solide que les propos incriminés ne forment pas un plan délibéré caractéristique d'une intention génocidaire et traduit surtout le choc provoqué par les massacres du 7 octobre. Jusqu'à présent, la CIJ s'est en effet fondée sur l'existence d'un projet ou d'une politique exterminationniste voulue par un État ou une organisation pour reconnaître ce crime contre l'humanité. Affaire Bosnie contre Yougoslavie et Gambie contre Myanmar. Dans le cas de Gaza, elle devra donc préciser si l'effet cumulé des paroles et des actes de terrain revient au même. Les vidéos des soldats israéliens se réjouissant de leurs actes en se référant à Amalek pourraient y contribuer dans la mesure où elles suggèrent, selon Roth, que le message génocidaire fait son chemin. Plus habilement, Tel Aviv a soulevé le déséquilibre d'une action en justice dont toutes les conséquences pèseraient sur elle et aucune sur le Hamas qui poursuit ses tirs de roquettes. L'arrêt des opérations militaires donnerait un avantage à l'organisation palestinienne, affirment notamment les avocats d'Israël. C'est en effet la première fois que l'accusation de génocide est portée contre un État qui réagit à une agression armée qualifiée de terroriste et se présente comme exerçant son droit à la légitime défense. Cet argument pourrait peser dans le verdict des 15 juges de La Haye. Anticipant l'objection, l'Afrique du Sud a tout d'abord nettement et sans ambiguïté condamné les crimes du 7 octobre 2023 en ouverture de sa requête. Elle demande ensuite à la Cour d'ordonner à Pretoria ainsi qu'à Israël de prendre, conformément aux obligations qu'ils tiennent de la Convention de 1948, toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la réalisation du crime de génocide. Certains juristes avancent que la CIJ pourrait aller plus loin que cette suggestion et se montrer créative en ordonnant à Pretoria d'user de son influence en Palestine pour freiner le Hamas. À ce stade de la procédure, il suffit de démontrer que le risque de génocide est simplement plausible. Le niveau d'exigence est donc assez bas, comme le rappelle le juriste David Kay, et porte sur la démonstration de l'urgence et du danger de préjudice irréparable infligé aux populations, y compris par la destruction des preuves. En 1993, la CIJ avait ordonné à la Yougoslavie d'appliquer des mesures conservatoires semblables, tout comme à la Birmanie en novembre 2023, dans le cas des Rohingyas. Mais prenant en compte la menace constituée par le Hamas pour Israël, la CIJ pourrait se contenter d'exiger de Tel Aviv une certaine modération et non l'arrêt pur et simple des opérations militaires. Les soutiens politiques à l'action sud-africaine affluent du monde entier, notamment du Sud. Brésil, Indonésie, Égypte, Turquie, etc. Plus de 50 pays au total, même si pour autant, aucun ne participe formellement à la requête sud-africaine. L'action intentée par Pretoria est au sens propre extraordinaire. Un État du Sud accuse une nation qui se revendique de l'Occident de commettre l'un des crimes les plus graves en droit international. Alors que 32 pays, dont 26 États membres de l'Union européenne, se sont joints à l'action intentée devant la CIJ sur le même fondement, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide par l'Ukraine contre la Russie, aucun pays occidental ne soutient l'Afrique du Sud. Seule l'Allemagne envisage de participer au procès, mais du côté d'Israël. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, dénie toute valeur à une plainte sans fondement, tandis que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, la juge injustifiée. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, l'a, pour sa part, qualifié de faute morale le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. L'Afrique du Sud a joué pleinement la carte symbolique en détachant à La Haye une délégation internationale de juristes noirs, blancs, hommes et femmes, une manière d'incarner visuellement l'universalité de sa requête. C'est l'humanité tout entière qui se plaint. Ce procès est aussi celui du deux poids deux mesures dans lequel se vautrent les Occidentaux au risque de saper l'ordre international tout entier, bâti sur le plus jamais ça.
Ayant tous ratifié la Convention sur le crime de génocide, les pays occidentaux se sont engagés à la respecter, mais aussi à la faire respecter. L'ambassadeur de France à l'ONU, M. Nicolas de Rivière, qui n'avait sans doute pas encore reçu d'instructions particulières dans ce dossier, avait rappelé début janvier 2023, lors d'une conférence de presse, que la France était, par principe, partisane de la justice internationale et qu'elle soutiendrait la décision de la CIJ comme celle de la CPI, quelle qu'elle soit. En acceptant le procès et en y consacrant des moyens importants, souligne le magistrat Reid Brody, Tel Aviv a lui-même reconnu la légitimité et le sérieux de l'instance, fragilisant moralement son refus plus que probable d'en appliquer une éventuelle sentence négative. Mais la pression morale d'une solution stigmatisante, selon l'expression de Roth, pour un État issu d'un génocide, sera sans doute plus forte sur ses alliés américains et européens, dont les populations sont fortement mobilisées en faveur des Palestiniens, que sur le gouvernement de M. Netanyahou. Un bras de fer s'enclenchera sans doute, qui pourrait soulager les populations de Gaza en facilitant au moins l'aide humanitaire. En Belgique, des voix s'élèvent pour que le Royaume se joigne à l'action sud-africaine, notamment celle de la vice-première ministre, Petra de Sutter. Pretoria envisagerait désormais de poursuivre Londres et Washington pour complicité de génocide au regard de leur soutien matériel à l'effort de guerre israélien, tandis que l'inaction des autres signataires de la Convention de 1948 pourrait les conduire eux aussi un jour devant la CIJ. La procédure de l'Afrique du Sud contre Israël revêt une portée géopolitique plus vaste encore et qui la dépasse. Elle place en effet les pays occidentaux en situation de décrédibiliser leur propre système et l'autorité morale qu'ils se sont attribuée pour mener des politiques étrangères prétendument protectrices des faibles et fermes contre les agresseurs, souligne Malik. Elle est emblématique d'une confrontation plus large qui révèle les contradictions occidentales et l'affaiblissement de leur pouvoir d'influence. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee.